bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la machine économique mondiale pour démystifier un concept absolument central, la fragmentation internationale de la production. L'idée est de regarder de plus près comment nos objets du quotidien sont réellement fabriqués et éparpillés aux 4 coins du globe. C'est parti pour une analyse qui va, pour sûr, nous faire voir la mondialisation sous un tout autre angle. Au menu de notre exploration, on va suivre une progression assez claire. D'abord, bien définir la chaîne de valeur, puis on remontera aux origines de cette fragmentation. Ensuite, on se penchera sur les moteurs et les buts recherchés. On fera un focus particulier sur le cas de l'Europe et de la France, pour enfin détailler les conséquences macroéconomiques de cette interdépendance. On attaque tout de suite avec le premier point, comprendre ce qu'est vraiment cette fameuse chaîne de valeur. Il nous faut absolument poser une définition très précise pour commencer. Quand les économistes parlent de chaîne de valeur mondiale, ils pointent du doigt une stratégie extrêmement pointue, la dispersion géographique délibérée des différentes étapes de production. En clair, on va prendre le processus de fabrication et le découper. L'objectif fondamental, c'est de combiner intelligemment une production à bas coût, située dans certaines régions du monde, avec une recherche et développement de pointe concentrée dans d'autres. Cette fragmentation volontaire permet aux entreprises d'optimiser leurs coûts tout en ajoutant un maximum de valeur, étape par étape. Pour orchestrer cette mécanique à l'échelle planétaire, les entreprises s'appuient sur 2 grandes stratégies bien distinctes. D'un côté, on a l'investissement direct à l'étranger, le fameux offshoring ou délocalisation. Là, l'entreprise installe sa propre usine ailleurs pour garder un contrôle total. De l'autre côté, on a l'externalisation qu'on appelle outsourcing. Et là, la logique est différente. On confie une tâche très spécifique à un sous-traitant totalement indépendant sans avoir à investir dans ses propres infrastructures à l'étranger. Du coup, si on regarde comment ça se passe concrètement, le cycle de vie d'un produit ressemble aujourd'hui à un immense puzzle. Étape 1, on conçoit le produit, le design, l'ingénierie. Étape 2, c'est là que la dispersion entre en jeu. On isole chaque tâche et on l'envoie dans le pays le plus performant pour l'exécuter. Et enfin, l'étape 3, c'est l'assemblage final et la livraison. Le paradigme a complètement changé, ce n'est plus une usine unique qui fait tout de A à Z, c'est tout un réseau interconnecté. Voyons maintenant quand et comment tout ce système s'est mis en place dans notre deuxième partie. C'est toujours fascinant de retracer la chronologie d'un phénomène d'une telle ampleur. Alors oui, les bases du libre-échange remontent à 1947 avec le GATT. Mais la vraie date de début, le moment où l'internationalisation de la chaîne de valeur commence véritablement, ce sont les années 1980. Et l'accélération devient complètement fulgurante lors de la décennie suivante, dans les années 1990. Le point d'orgue de tout ça, c'est 1995 avec la création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. C'est vraiment cette institution qui a rassuré les multinationales et leur a permis de se déployer massivement sans craindre de nouvelles barrières tarifaires. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième volet, les causes profondes et les buts recherchés. Qu'est-ce qui a pu rendre possible un tel chamboulement ? En fait, on a assisté à un véritable alignement de planètes. D'abord, une énorme vague de libéralisation commerciale et financière. Ensuite, une chute spectaculaire des coûts de transport maritime combinée au boom des technologies de l'information. Soudainement, coordonner des ingénieurs sur un continent et des usines sur un autre devenait un jeu d'enfant. Et pour couronner le tout, d'immenses marchés mondiaux se sont ouverts, comme la Chine ou les pays de l'ancien bloc soviétique. Le terrain de jeu est devenu intégralement mondial. Et en interne, les entreprises elles-mêmes ont muté. Avec l'essor de la gouvernance actionnariale, il y a une pression sans précédent pour maximiser les profits. Et c'est bien ça le but ultime de ce grand découpage mondial. En fragmentant au maximum, on fait la chasse au moindre coût à chaque étape. On génère de plus grandes marges et on crée toujours plus de valeur ajoutée pour répondre aux attentes de rentabilité. On passe à présent à notre 4e partie, avec un zoom très instructif sur le cas européen et français. Quand on regarde les données sur le terrain, on découvre une vraie fracture stratégique au sein même de l'Europe. Prenons la France. Elle se trouve dans une position qu'on qualifie de dépendance intermédiaire. En fait, contrairement à l'Allemagne, dont le modèle industriel dépend énormément des changements mondiaux très lointains, l'économie française dépend surtout de ses voisins. Son intégration, elle est avant tout européenne plutôt que globale. D'ailleurs, le grand marché unique européen s'est transformé en un immense écosystème avec des spécialisations très claires. L'Europe centrale, par exemple, est devenue un hub majeur pour l'assemblage manufacturier. Ça offre une base industrielle incroyable pour un pays comme l'Allemagne, qui peut se spécialiser sur la haute technologie. Et pour éviter de rester enfermée sur elle-même, l'Europe noue proactivement de nouveaux partenariats extérieurs, vers l'Inde ou le Mercosur, histoire de bien diversifier ses chaînes d'approvisionnement. Cependant, les récentes crises mondiales ont mis en évidence les vulnérabilités de ce système hyper dispersé. Conséquence, on observe aujourd'hui un retour en force des États. Que ce soit en Europe ou ailleurs, les gouvernements cherchent à reprendre la main sur des secteurs jugés vitaux. La santé, l'énergie ou le numérique, l'idée est de sécuriser, voire de relocaliser ces chaînes pour protéger la souveraineté face aux imprévus mondiaux. Et pour finir, plongeons dans notre 5e partie pour examiner les conséquences en détail. Sur le plan macroéconomique, la fragmentation a déclenché une réaction en chaîne redoutable sur la productivité.
Pourquoi? Parce que quand des entreprises de pays différents se connectent, elles partagent bien plus que des pièces détachées. Il y a un transfert massif de savoir-faire, de logiciels, de technologies vers les fournisseurs. C'est très exactement cette diffusion ultra rapide des innovations qui tire la productivité globale de toute l'économie vers le haut. On assiste d'ailleurs à un changement de modèle total. Oubliez le temps où une entreprise devait maîtriser chaque étape de son produit, de la matière première à la finition, pour réussir à exporter. Aujourd'hui, on est entré dans l'ère de l'hyperspécialisation. Une entreprise peut exceller et conquérir des marchés internationaux en ne réalisant qu'une ou deux tâches extrêmement précises au sein d'un immense processus global. Mais alors, quelles sont les conséquences directes pour les consommateurs? Pendant des décennies, cette organisation a provoqué une baisse structurelle de l'inflation. Le mécanisme est implacable. En produisant chaque composant là où c'est le moins cher, le coût de revient s'effondre. Du coup, les produits manufacturés importés arrivent sur les marchés à des prix incroyablement compressés, ce qui a maintenu une pression constante à la baisse sur le niveau général des prix. Cela dit, il y a un piège redoutable. Une économie qui fragmente autant sa production perd l'usage de certains de ses outils macroéconomiques traditionnels. Prenez les taux de change. Il devient presque suicidaire de dévaluer sa monnaie pour relancer ses exportations. En effet, avec une monnaie faible, le coût des pièces détachées qu'on doit impérativement importer pour fabriquer ces exportations deviendrait exorbitant. Le remède serait littéralement pire que le mal. Tout cela nous montre que ce demi-siècle d'internationalisation a forgé une interdépendance absolue entre les nations. Le constat est sans appel. Plus aucune économie moderne ne maîtrise l'ensemble de ses outils de production de façon isolée. Ce qui nous laisse avec une question cruciale. Face à un monde où tout est si intimement interconnecté, comment redéfinir la véritable résilience et l'indépendance d'un pays? Voilà le grand défi stratégique qui façonnera sans aucun doute les politiques économiques de demain.